l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Bien. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. François Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Un grand débat sur Tempo Afrique TV, votre chaîne préférée depuis les États-Unis. Je voulais encore remercier tous ceux qui regardent cette chaîne, fidélité oblige, et leur dire que nous sommes toujours là pour vous apporter des informations sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui est d'actualité. Le procès de la vérité. Le président Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Et je voulais vous dire que c'est un procès dans lequel nous allons comprendre réellement la vérité, rien que la vérité, pas de la politique. Dans ce studio, je voudrais quand même vous dire que nous avons nos chers panélistes, des panélistes acharnés, qui sont toujours là pour prôner la vérité et rien que la vérité. Et nous avons en ligne via Skype nos amis qui vont aussi participer. Mais dans un premier temps, revenons dans le studio pour que je puisse faire la présentation. À côté de moi, Monsieur Kelly Noël, qui est d'ailleurs même le représentant du COGEP aux États-Unis. Le COGEP, c'est bien le parti de M. Blé Goudé. À côté de lui, M. Kenao Yves, que j'ai appelé un bulldozer. Il n'est pas tout à fait à présenter, vous le connaissez. Il fait des émissions et il est là pour nous apporter une contribution. À côté de M. Yves Kenao, M. Atiso Kwamevi, qui fait l'émission Sport sur Tempo Afrique TV. En ligne via Skype, nous avons Wenga Weli depuis San Diego et M. Fabien Joseph, qui est l'un des grands présidents. Il va se présenter tout à l'heure. Monsieur Joseph, je voulais quand même vous dire bonjour là-bas. Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Merci donc. Alors là, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blé Goudé, 44 ans, sont aujourd'hui poursuivis dans leur rôle dans la crise née du refus donc de monsieur le président Laurent Gbagbo de pouvoir céder le pouvoir et à monsieur Alassane Ouattara. D'ailleurs, dit-on, qui a été reconnu vainqueur d'élection présidentielle de fin 2010. Monsieur Laurent Gbagbo a donc demandé qu'on lui dise qui a été le vainqueur de ces élections. Et aujourd'hui, l'ancien président ivoirien a été transféré à la Cour pénale internationale. Alors, devant la Cour pénale internationale, les deux hommes ont donc plaidé non coupables de crimes contre l'humanité. Il y a aussi un déferlement des supporters depuis la France, la Côte d'Ivoire, partout dans ce monde,
qui ont fait leur présence à la Cour pénale internationale uniquement pour comprendre la vérité, rien que la vérité. Alors, revenons rapidement sur ce plateau pour voir comment on peut cerner cette situation. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander comment M. Laurent Gbagbo a vécu la première journée. Alors, je vais commencer d'abord par nos camarades qui sont en ligne via Skype. Monsieur Joseph, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends très bien. D'accord. Donc, alors, comment M. Gbagbo Laurent a vécu cette première journée? Bon, je vais être plus généraliste dans le cas. Encore une fois, d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent partout dans le monde et qui attendaient l'émission d'aujourd'hui à partir des États-Unis. Le cas de M. Gbagbo, qui est le président, que tout le monde continue à considérer comme président de la Côte d'Ivoire, est extrêmement terrible dans le cœur de tous les Africains. Comme d'habitude et comme on le connaît tous, le cas de Gbagbo est terrible. La France, pratiquement, qui est le responsable numéro 1, qui a fait pratiquement un putsch pour d'abord créer les guerres à l'ouest, je crois au nord, je crois que c'est au nord ou à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où ils ont créé de faire le putsch avec la guerre et qui n'ont pas réussi avec cette guerre. Et ils sont arrivés, le conflit est arrivé au moment où le pays était en pleine guerre et la France était en train d'obliger qu'il y ait les élections malgré la guerre. Et la partie où il y avait la guerre, il s'est avéré que les élections ne se sont pas données et ne se sont pas passées dans de bonnes conditions. Et la partie qui était contrôlée par Gbagbo, c'est Gbagbo, le pays, quoi. C'est la partie qui avait connu les élections normales, qu'on pouvait compter les participants. Alors, dans cet imbroglio total, dans ce désordre extraordinaire, le pays s'est retrouvé, le cas de la partie, si je peux l'appeler, qui était dirigé par Monsieur le Président Gbagbo, s'est retrouvé face à la France, alors que la dernière déclaration de Gbagbo, qui lui a coûté trop cher jusqu'aujourd'hui, c'était au moment où il avait trouvé qu'il fallait, maintenant donner ne fût-ce que 30% des intérêts de l'économie ivoirienne à la population de la Côte d'Ivoire. Et cela lui a coûté tout ce que nous savons de la Côte d'Ivoire. Je vais d'abord me limiter là-bas. Merci donc à M. Fabien. Je voulais aller du côté de M. Wenga Willy. M. Wenga, comment ça va? Bonjour, messieurs. D'abord, je suis très content de m'avoir accordé la parole. Une fois encore de plus, je voudrais dire que nous, d'abord, nous, les Africains, avec notre incapacité de nous unir, nous restons toujours à la solde de l'Occident. C'est-à-dire qu'essayer de suivre leur logique. Comment se fait-il que Gbagbo, lui, un Africain, il a été arrêté, nous connaissons très bien, par les Occidentaux. Et alors que l'Afrique, nous avons l'OIA. Ça montre effectivement que l'Occident ne reconnaît même pas l'OIA. Et je sais pourquoi, parce que les responsables maintenant de l'OIA sont à la solde maintenant des présidents donc des pays occidentaux. Gbagbo, vous suivez très bien, c'est le président qui a été élu. Et jusqu'à présent, comme avait dit notre frère Joseph, il a été
arrêtés. Et tout cela par le manigas de la France. Et nous, les Africains, comme nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, nous sommes restés bouche bée. Nous savons nous tous que Gbagbo est là, c'est un innocent. Il a été le chef d'État qui a été voté, qui a été élu. Et maintenant, l'Occident veut nous faire montrer effectivement que donc c'est Gbagbo qui est fautif. C'est le même cas en République démocratique du Congo. Donc, vous trouvez celui qui est là en tête, et nous l'avons toujours dit que ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas un Bantou. Ouais, il faut voir ce qu'il fait. Ouattara, nous savons très bien qu'il est venu de la Haute-Volta, donc l'actuel Burkina Faso. Ouais. Donc, nous risquons de nous éterniser dans des discussions inutiles lorsque nous essayons de suivre donc, la logique de l'Occident. Gbagbo, lui, est innocent. Il faut qu'on laisse Gbagbo qu'il soit d'abord, qu'on le remette d'abord comme président de la Côte d'Ivoire. Et pour que cela arrive, il faut que nous maintenant, nous comme nous sommes là, que nous essayons un peu d'éliminer nos frontières, qu'on se prenne seulement comme des Africains. Je ne suis pas malien, je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas ivoirien, tout ça, mais je suis africain. Il faut maintenant que nous montrions maintenant aussi à l'Occident que nous sommes capables aussi de nous unir lorsque nous avons cette capacité et montrer maintenant à l'Occident que nous sommes aussi capables de bien travailler. Là maintenant, ils vont voir que voilà maintenant, les Africains se sont maintenant mis debout. Vous voyez, pour réclamer maintenant leurs droits. Parce que nous ne pouvons pas être là seulement donc, à la solde de l'Occident. Donc vous voyez, Kagame qui est là, le président du Rwanda, lorsque Clinton avait demandé à Clinton, how do you deal with the president Kabila, who is not competent? Mais Clinton a dit que non, I don't deal with Kabila, I deal with Kagame. C'est-à-dire qu'il dit à Kagame, fais ceci, et puis Kagame donne les injonctions à l'autre, à Kabila, et Kabila doit exécuter. Vous voyez, donc c'est toujours l'Occident qui décide. Mais lorsque nous, il faut vous mettre en tête, nos frères, l'idée parfois sort toujours d'une personne, et il dit à la seconde, à la troisième, et ainsi de suite. Nos têtes, on dit que comme nous sommes là, des chocs des idées jaillit la lumière. Nous devons maintenant essayer de libérer vraiment l'Afrique pour que les pays africains aient leurs indépendances réelles, sans pour autant avoir des injonctions de l'Occident. Je me limite un peu là. Gbagbo, c'est un innocent. D'accord. Et on a mis Ouattara, on l'a mis là-bas. Merci donc à M. Wenga Willy. Revenons rapidement dans notre studio pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Je vais commencer par M. Kelly. Comment est-ce que vous avez vécu la première journée de ce procès? Oui, merci. Je pense quand même que peut-être on voit le procès de Laurent Gbagbo, mais c'est le procès de toute l'Afrique. Le procès du néocolonialisme. Ça aurait pu être Lumumba qui était assis là à la patte de Gbagbo. Ça aurait pu être le président Thomas Sankara. Donc c'est le procès aussi de toute l'Afrique. Et pour moi, c'est un procès de la honte en ce sens que le président Laurent Gbagbo, comme tout le monde le sait, a voulu limiter la situation en parlant de recomptage des voix. Ce que je peux dire à ce niveau aujourd'hui, je l'ai vu, il est apparu, il est serein. Et comme au niveau de la justice, tant bien du côté du procureur que de représentants des victimes, tout le monde tant que le droit sera dit, c'est la justice. Il n'y a pas de problème. C'est très simple. En matière de droit, il y a des cas de figure. Il y a le cas où on doit prouver son innocence, ou dans le cas où l'accusation doit apporter les preuves. Aujourd'hui, dans le cas de Gbagbo, c'est le cas le plus simple, c'est l'accusation d'apporter les preuves. Donc nous sommes sereins, on attend les preuves de l'accusation. C'est ce que je voulais dire sur ce point. Monsieur le bulldozer, vous avez assisté à ce procès et ça a été la première journée, vous avez vécu ce procès. Alors comment est-ce que vous faites aujourd'hui les analyses vis-à-vis de ce qu'on est en train de voir?
Ouais, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci. Vous savez, moi, généralement, mon expérience politique m'a montré que il y a trop de comédie dans ce monde. Moi, j'appelle ça, il y a trop de comédie dans ce monde. En entendant parler de ce procès, je me suis dit encore à quelle sauce les Occidentaux veulent manger encore l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de jugement. On a laissé Gbagbo en Hollande pour se reposer. Pour éviter, tu sais, tu nous crées trop de problèmes, tu parles trop. Nous allons dire qu'on t'a arrêté, va rester là. Pour un moment. Non, jusqu'à ce que l'âge de l'éligibilité le frappe. Et on va le faire retourner en Côte d'Ivoire. Mettez ça quelque part. Quand Gbagbo sera vieux, on va le libérer. Il n'y a pas de preuve en matière de guerre. Vous ne pouvez pas incriminer une seule partie. En matière de guerre. Et nous n'avons vu que... Vous imaginez que si le parti au pouvoir a commis des exactions, comment se fait-il que c'est la rébellion qui arrive au pouvoir? La rébellion en matière de guerre ne peut pas arriver au pouvoir sans tuer. Moi, je vous dis, encore une fois, je me suis posé la question, quelle est la comédie à laquelle nous assistons? Jusqu'à preuve du contraire, les éléments de Ouattara ne sont pas encore présentés à la CPI et le jugement va. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Moi, je dis que c'est encore une autre comédie. On est en train d'orienter l'Afrique encore vers un côté pour que l'Afrique oublie l'essentiel du problème, le développement de l'Afrique. D'accord. On va aller directement du côté de M. Atisso. Alors, M. Atisso. Oui, bon, merci monsieur Cherche de m'avoir donné la parole. Et je crois que ce procès, c'est, comme l'a dit mon ami Kelly, c'est un procès de la honte pour toute l'Afrique. Voyons dans les circonstances dans lesquelles la Côte d'Ivoire était. La Côte d'Ivoire a ratifié les trucs de défense. La Côte d'Ivoire était attaquée par les rebelles. La France était là, disant qu'ils ont fait des trucs, quoi que ce soit, et en train d'armer la rébellion. Si un pays est attaqué, il fait appel à l'aide militaire et la France vient s'imposer sous couvert de l'ONU pour dire qu'il est en train de s'interposer entre la rébellion et... Non, la France doit venir aider la Côte d'Ivoire et foutre les rebelles dehors. Ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire que la France fomentait quelque chose contre un fils digne de l'Afrique, qui ne voulait pas être là et que son pays soit pillé par l'Occident. C'est ce que Gbagbo avait dit même, qu'il est très content de ne pas être par qui son pays doit être pillé. Donc, c'est ce que la France avait fait. Et puis, après les élections, qui a lancé la guerre médiatique? C'était le président français. Il était en Asie quelque part. C'est là où il a lancé la guerre médiatique. Et puis, tous les médias des Occidentaux ont repris que Laurent Gbagbo fait ceci, Laurent Gbagbo a fait ceci, comme dans le cas de la Libye. La manière dont ils ont fait la guerre médiatique contre la Libye, c'est la même chose qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire. Et puis, qui était parti déloger Laurent Gbagbo de son palais? C'était les militaires français. Après avoir actionné leur hélicoptère. Et puis, ils ont trouvé leur rancœur là-bas avant d'ouvrir la porte aux forces de quoi que ce soit dirigées par Guillaume Soro. Donc, maintenant, la rébellion. Moi, j'appelle Laurent Gbagbo un homme de paix. Comment? C'est pour éviter le bain de sang qu'il a accepté un rebelle être son premier ministre. Donc, moi, je vois Laurent Gbagbo comme un homme de paix et qui ne veut pas que l'Occident pille l'Afrique. C'est pourquoi ils ont comploté contre lui pour l'amener à la TPI. Et voilà la juge ce qu'elle dit. Elle dit que nous ne sommes pas ici pour faire dire qui a gagné l'élection. C'est l'élection qui est débouchée à ça. Il faut savoir qui a gagné et donner tort à qui que ce soit. Donc, si elle dit que nous ne sommes pas ici pour faire dire qui a gagné l'élection ou pas, c'est déjà, ça fausse déjà les dons de la justice. Les données de la justice. Que la justice, je le dis, je vais le dire, ça c'est une réalité. Ils ne vont pas libérer Gbagbo. C'est ce qu'ils sont en train de comploter là-bas. Ils vont chercher à faire des trucs et endormir l'Afrique. C'est ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas le libérer tant que Gbagbo ne sera pas de leur côté, de leur aider à piller l'Afrique. Ils savent que Gbagbo ne va pas le faire. Donc, je m'arrête là. D'accord. Nous allons aller du côté de M. Joseph. Monsieur Joseph. Monsieur Fabien.
Je crois que M. Fabien ne nous attend pas. Rapidement, M. Wenga, Weli, est-ce que vous m'entendez? Je vous suis très bien. D'accord. Ça crache un peu. Ok, quelle sera demain la défense de M. Laurent Gbagbo qui a plaidé aujourd'hui non coupable? Comment la défense pourra se comporter vis-à-vis de ce que Madame la procureure a avancé comme preuve d'accusation? Je vais encore revenir sur ce que j'avais dit avant, parce qu'il faut toujours qu'on montre les preuves. Donc, pour maintenant que M. Gbagbo, je ne sais pas, soit arrêté ou comment, et tenir compte aussi de la constitution ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je pense de la défense de Gbagbo. Donc, en tant que président de la République, il doit toujours se baser sur ce que je venais de dire, parce que d'abord, c'est lui le numéro 1. Il doit travailler pour garder d'abord l'unité de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Mais maintenant, quand il voit maintenant qu'il y a des agresseurs, les gens qui veulent mettre, c'est-à-dire de perturber la situation, il est là aussi pour donner les ordres pour mettre fin à ça. Ouais. Nous allons toujours essayer de faire le cercle lorsque nous sommes toujours à l'idéologie, disons, à la logique de l'Occident. Et je vous ai déjà dit que moi, personnellement, parce que c'est l'Occident qui crée toujours toute cette situation. Et maintenant, pour que l'autre, lorsqu'il est là maintenant, pour essayer de se venger, bon, on doit maintenant l'arrêter. Prenez seulement les cas qui venaient de se passer au Burundi actuel. Donc, le président Nkurunziza était Moutou. Et maintenant, comme ils ont leur plan de créer maintenant et d'avoir toujours les Tutsis et dans l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant pris ces Hutus et on leur a donné de l'argent par Kagame. Et maintenant, ils ont pris les armes. Et vous avez vu les cadavres de ces Hutus. Et pour dire qu'ils sont contre le président Nkurunziza. Et alors que ce n'est pas ça, et lui, en tant que président, et d'abord il a été élu, il doit aussi se défendre. Donc pour sauvegarder l'unité de Burundi. Donc ils ont tué tous ces mondes-là. Et oui. Puis il est là. Donc c'est le cas maintenant de Gbagbo. Gbagbo a essayé maintenant d'essayer de garder, de défendre l'unité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est arrivé. D'accord. Oui. D'accord, on va passer du côté de M. Fabien. Est-ce que vous êtes en ligne, M. Fabien? Oui, je suis là et je suis en train de suivre bien. Je comprends tout ce qui est en train d'être dit. Moi, je voulais être encore plus précis pour dire ceci. Et c'est un débat qui doit encore continuer dans tous les pays africains. Parce que vous allez trouver que les dirigeants français, ils ont pris tout le pays qu'ils ont colonisé en otage. Et entre autres, le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dont les capitaux, tous les capitaux appartiennent à des actionnaires français. Vous trouvez à partir de cacao, et puis vous allez au café, les constructions immobilières, le port d'Abidjan, qui appartient au Français Vincent Bolloré. Des télécommunications avec les Français Bouygues, des écoles, des lycées et des collèges, de l'importation des voitures. Vous voyez, la vraie raison, comme je l'avais dit, c'est les jeunes ou bien les peuples ivoiriens devraient aussi être des actionnaires dans toutes ces entreprises-là. Et c'est ce que Gbagbo a proposé, que tout le réseau économique ne devrait pas seulement être contrôlé par les Français. Aujourd'hui, vous rencontrez l'Ivoirien, il n'est pas actionnaire dans aucune
entreprises de la production de cocoa dans le cadre international. Je ne sais pas s'il y a un Ivoirien qui viendra ici, pour qu'il y ait un Ivoirien qui viendra me dire qu'il y a des Ivoiriens qui ont des actions dans la vente internationale du cacao et du café d'Abidjan et le contrôle de port d'Abidjan. Vous voyez. Et avec ça, le débat va continuer et nous devons trouver des solutions dans les pays, dans tous les pays africains francophones. Parce que si nous prenons le cas du Congo, vous allez trouver que c'est la même chose. Le Congo-Zaïre. Il n'y a aucun Congolais qui est actionnaire dans les entreprises minières. C'est impossible. Hein? Vous rencontrez des plombs, vous rencontrez le coltan, vous rencontrez le manganèse, vous rencontrez le cobalt, vous rencontrez vous rencontrez... il y en a beaucoup, il y a beaucoup de produits, mais vous ne trouvez aucun Congolais qui est membre de quoi, ou bien qui est actionnaire dans ces entreprises. Voilà ce qui tue nos pays. Et du moment où nous n'aurons pas de jeunes qui participent être des actionnaires dans ces entreprises, les Occidentaux vont toujours nous présenter n'importe qui parce qu'il était à la Banque mondiale. Et vous avez trouvé que la fois passée, quand je parlais de la politique morte, cette politique morte, c'est-à-dire que quelqu'un vient faire la comptabilité ici aux États-Unis ou bien en France, et puis il travaille dans une banque ou bien dans quelque chose, et on le fait venir en Afrique et il est là, il contrôle les calculs de la production des éléments, de la production des entreprises extérieures, qui n'a rien à faire avec le pays, avec l'Ivoirien, avec le Congolais. Vous voyez? Et vous allez trouver que c'est extrêmement grave. C'est une colonisation psychologique que nous sommes en train de démontrer ici. C'est vraiment psychologique. Et comme nous commençons à faire sortir, et comme nous sommes en train de se dire, la communauté africaine aux États-Unis doit se former, et elle est en train de se former, et qu'il y aura des bras, nous allons monter au Canada, en Australie, en Europe et partout pour résoudre. Nous devons trouver des Ivoiriens qui doivent participer dans toutes ces entreprises qui produisent de l'argent dans le pays. Voilà. Merci. Pour le moment. Merci donc, Monsieur Fabien. Je crois que votre message a été compris de tous et c'est un devoir de la diaspora de se mettre ensemble pour le vrai combat. Revenons aussi dans notre studio pour essayer de répondre à certaines questions, Monsieur le bulldozer. Est-ce que ce procès que nous voyons aujourd'hui à la Cour pénale internationale peut-il créer des tensions en Côte d'Ivoire? Non, ce procès, moi, je dirais plutôt que les Ivoiriens finissent par comprendre que les dés sont jetés. Ils sont déjà pipés. Non, pipé, jeté, c'est déjà fait. C'est pipé, quand c'est jeté, ça veut dire que ça a été déjà pipé même. Voilà. Et on a bon, c'est le 6 qui sont sortis. Bon. Maintenant, ce que je dis, encore une fois, nous, Africains, on doit réfléchir énormément. Et c'est là que j'invite tous les spécialistes, ceux qui se disent spécialistes de la politique africaine, de réfléchir, d'analyser et de voir quel est le produit qu'on veut nous vendre à travers ce jugement. Quel message on veut nous transmettre? Parce que, vous savez, généralement, quand l'Occident fait les choses, l'Occident ne les fait pas par hasard. L'Occident agit comme quelqu'un qui veut créer une société, une entreprise, et il fait l'étude du marché. Des études de faisabilité. Voilà. Ils ont déjà fait l'étude du marché. Donc, c'est un produit, un nouveau produit qu'ils veulent vendre. Mais, quel est ce nouveau produit? C'est le homework. Enfin, quand je dis homework,
c'est ce que je vais m'atteler à faire, à découvrir quel est le nouveau produit qu'on veut nous faire à travers ce jugement. Imaginez, ce jugement ce n'est pas aujourd'hui que Gbagbo est en prison. Il est en prison, il a été arrêté. Ça fait depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire ce jugement? Et de deux, Gbagbo lui-même a demandé pendant plusieurs années de le juger. Et cette même cour a refusé. Maintenant, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a tous les éléments? On ne peut pas dire on a accusé quelqu'un pour tel ou tel. Mais ça que je dis, que les spécialistes africains, les intellectuels africains, essaient de voir quel est le nouveau produit. Et si on arrive à déceler le nouveau produit, on peut contre-attaquer. Mais la tension en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y aura des soulèvements. Il y a eu déjà cette présence des fonds de Gbagbo devant cette cour. Ce n'est pas au pays que ça ne va pas exister. Mais quel sera l'effet? Puisque le président, et je dis encore une fois, la constitution ivoirienne a donné un pouvoir au président, un pouvoir de pardon au président ivoirien. Que le président ivoirien utilise ce canal de la constitution ivoirienne pour réunir son peuple, pour unir son peuple. Mais il dit que le peuple est uni, la réconciliation, Non, il n'y a pas... C'est pas un problème. C'est-à-dire que même si Gbagbo est en prison et qu'il reçoit le pardon de son problème et de son président, ça diminue les tensions au pays, en Côte d'Ivoire. Ça, je te le dis. Parce que à l'heure actuelle, le président est fier de trouver Gbagbo en prison. Là. De l'autre côté, il se dit que j'ai moins de headache. Voilà. D'accord. On va revenir. Je crois que vous n'allez pas vous vider parce que le débat ne fait que commencer. Monsieur Atis, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et monsieur Yves venait de mettre le point sur un fait important, qui est que Laurent Gbagbo était arrêté en avril 2010 et jusque-là, ils n'ont pas encore commencé le procès. Pourquoi? La TPI avait reçu de Gbagbo en 2002. Gbagbo qui était le premier à alerter la TPI ou bien la CPI qu'il est attaqué par les rebelles. Donc c'est maintenant que les rebelles se sont fomentés, armés et soutenus par les Occidentaux et pour créer problème à la Côte d'Ivoire. Et maintenant qu'ils ont gagné militairement et ils ont amené Gbagbo là-bas. Donc la TPI, la CPI ne sait plus quoi dire. C'est pourquoi ils ont attendu très longtemps pour aller faire des recherches, se concerter ceux qui ont amené Gbagbo là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La juge, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'ils vont présenter comme preuve? Je crois que Gbagbo. les informations arrivent. C'est ce qui a fait qu'ils ont... Ça a pris du temps. D'accord. Et ça a commencé maintenant, mais ils nous disent en même temps que ça peut faire des années. Vous voyez déjà ce qu'ils sont en train de faire pour affaiblir Gbagbo là-bas et qui ne peut plus avoir son sang de jeunesse et faire quelque chose pour le pays, pour les empêcher de piller le pays. Alors là, ils vont le libérer. D'accord. Monsieur Kelly, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de cette Cour pénale internationale, le droit et la justice sont-ils instrumentalisés? Quand on voit aussi que ce procès, que les gens qualifient de trop faibles preuves. Mais je pense quand même que quand on voit le travail du procureur Bensouda, c'est comme quelqu'un qui nage dans une eau trouble. Elle dit quelque chose, elle dit le contraire. Bensouda, dans son introduction, a dit qu'elle a reconnu Gbagbo en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Si les présidents de la République de Côte d'Ivoire, son devoir minimum, c'est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Alors si un individu se promène dans les rues avec une arme, que celui-là a été arrêté par la police, bien il a été abattu, moi je ne pense pas qu'on ne doit pas traduire quelqu'un à la haine pour ça. Et si tel est le cas, pourquoi on ne convoque pas Yaoundé, que le président du Conseil constitutionnel, qui a déclaré le président Gbagbo comme étant président élu des Ivoiriens, pour dire, bon, comment tu t'es arrangé pour dire que Gbagbo est président pendant qu'il n'est pas président? Parce que si Gbagbo est président,
il a le droit de défendre les Ivoiriens, d'assurer leur sécurité. Deuxième cas, supposons qu'il est président, ça ne lui donne pas le droit de tuer les Ivoiriens comme on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais prenons le cas, on dit qu'il est co-auteur indirect. Ça veut dire qu'il y a un acteur direct qui est au milieu, qui est la personne de Philippe Mangou, qui est le chef suprême des armées. Donc vous considérez que Philippe Philippe Mangou... Mangou devait être... J'arrive. Parce que Philippe Mangou, pourquoi Philippe Mangou n'est pas appelé en tant que témoin? Peut-être Gbagbo a donné l'autre. Mais quel autre Gbagbo a donné? Parce que, vu les positions que Mangou occupe aujourd'hui avec le numéro 1 de la gendarmerie, Kassaraté Tiapé, ça laisse à croire que ces gens-là ont agi pour leur propre compte ou bien pour le compte de la France pour pouvoir porter le chapeau à Gbagbo. Pourquoi on peut pas, on comprend que pour un ordre indirect, celui qui a exécuté l'ordre, et on le nomme ambassadeur, et celui qui est co-auteur est en prison. Une fois pour dire que c'est un procès politique, et le procureur Bensouda dit une chose et dit le contraire. Et nous, on n'a pas de problème, comme j'ai dit tout à l'heure, à Bensouda d'apporter les preuves, parce que des allégations, pour dire qu'ils ont dit on gagne ou on gagne. Pour moi, c'est des choses farfelues. Ça repose sur du rien, ça repose que sur des allégations. Par conséquent, nous, on est serein. Nous savons que je suis conscient que le président Gbagbo sortira de là. Et le thème c'est maïs, ça a quand même pris le large dans en cette... face, c'est maïs. Ça aussi, il a porté une casquette noire. Ça aussi, le seigneur des armées. Je pense qu'il faut prendre ça. Et la Cour même juste sa crédibilité dans le procès de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Et ce qui est écœurant, c'est le silence des chefs d'État africains aujourd'hui. Parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on parle de Gbagbo. Demain, ça sera un autre. Non, mais il faudrait comprendre aussi que les chefs d'État se sont réunis pour écrire une lettre pour la libération du président Laurent Gbagbo. Avec à leur tête le président sud-africain, oui. Le président n'exercice aucun. Voilà, je voudrais ajouter quelque chose. L'ancien président de l'Union africaine, le Zimbabwe, il avait lancé une idée, il avait jeté comme ça de saluer dans les rangs de choses. De la communauté internationale, en parlant du retrait de l'Afrique de cette fameuse Cour internationale et pénale. Je pense que c'est le moment que le nouveau président élu, qui est Idriss, en la personne d'Idriss Déby, de revenir à la charge de cette idée et de l'analyser, de la mûrir. Vous savez, quand vous parlez de crimes contre l'humanité, il faut voir les conditions dans lesquelles des crimes sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Il faut, seulement, combien, durant la guerre de la Côte d'Ivoire, les armes chimiques n'ont pas été utilisées. On n'a pas utilisé les armes prohibées par la communauté internationale. Ce sont deux groupes qui se sont affrontés. Et bizarrement, on détermine les crimes de guerre contre un groupe. C'est là que je vous dis que cette fameuse Cour internationale pénale doit, pour sa crédibilité, je dis bien, pour sa crédibilité, nous envoyer, avoir une certaine diversité dans une certaine diversification ou bien voilà, dans son truc là. Il ne s'agit pas d'avoir des juges africains, des juges noirs, des magistrats noirs, des magistrats ceci, mais dans le dire même du droit. Dans le dire même du droit. Monsieur Kenao, ne soyons pas utopiques. La Cour pénale internationale ne sera jamais crédible. J'arrive. Je vous le dis, pourquoi elle s'attaque seulement à l'Afrique? Tu vois comment on a enlevé et tué Kadhafi. Tu vois des guerres dans le monde. Des chefs d'État ont commandité ça. Pourquoi la Cour ne s'attaque pas à ce chef d'État? La Cour ne sera jamais crédible. J'arrive. Il sera à la sorte de quelqu'un. Il faut le dire, il faut dire la vérité aux Africains et que le monde entier sache ce qui se passe. Je dis toujours la vérité, rien que la vérité. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne rapidement parce que... Ok, d'accord. Allez-y, Kenao. Je vous dis bien que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, recevez votre avis. D'accord. Monsieur Fabien? Oui. Est-ce que vous voulez intervenir rapidement parce que on est prêt pour aller à la...
je croyais que j'avais vu que M. Kenao était en train de parler quelque chose de très important. Vous voyez, on a parlé que nous, les Africains, surtout dans les pays francophones, nous devons participer des entreprises qui produisent nos matières premières. Pourquoi nous disons ça? Parce que maintenant, comme l'économie de nos pays est à 100% contrôlée seulement par des actionnaires étrangers, ce qui fait que ces partenaires étrangers contribuent de l'argent avec le pays qui profite des taxes. Le pays, par exemple, la France, dans le cas de M. Babo, la France profite des taxes et on dit à ces gens qu'on impose, qui n'ont aucune intelligence, qui n'ont aucune capacité de contourner le blanc et créer une nouvelle idéologie ou bien une nouvelle psychologie afin de recréer ce que j'ai toujours dit, les un, et puis se battre contre ça. Conséquence, ça se fait que les entrepreneurs qui sont les Occidentaux dans nos pays, ils ont toute la voix à la CPI. Et ils coopèrent. Dans le cas de Babo, ils coopèrent avec le gouvernement, comme j'ai dit, en payant les taxes au gouvernement, et ils payent l'armement au pays. Dans le cas de Babo, à la France attaque, la France donne, prend les gens qui étaient au pouvoir et appelle les ennemis. Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Et Lisbonne, nous voulons qu'ils partent, par exemple, à la CPI. Ok. La France est membre exécutant, s'il faut dire, dans cette histoire de la Cour internationale de la honte, que moi j'appelle comme ça. C'est une cour de la honte. C'est-à-dire le monde, tu vois, on n'envoie pas des Arabes là-bas. Est-ce que tu vois les Arabes partir là-bas? Non. Pourquoi les Occidentaux n'arrivent pas à mettre la main sur les Arabes et les amener à la Cour internationale? Parce qu'ils savent que ça sera la fin de cette cour. Ils vont bombarder cette cour-là, ça ne va plus exister. Ils viendront, ils vont porter les bombes, et cette histoire, et tout le monde qui est dedans, va partir. Tandis que nous, les Africains, nous n'avons pas choisi ce schéma-là de pouvoir aussi les bombarder. C'est que le chemin que nous sommes en train de partir, c'est de recréer encore une fois la communauté africaine dans le milieu occidental et de recréer une jeunesse qui va faire en sorte qu'ils respectent d'abord l'homme africain, qui est le respect. J'étais en train de suivre un certain monsieur, un ministre de la Côte d'Ivoire, et son nom, je crois que c'est Maman Touré ou quelque chose comme ça. Vous voulez parler d'Ahmed Bakayoko? Oui, j'étais en train de suivre à ce canal de France Inter, la télévision, la France 24. Il y a un monsieur Maman Touré. Mamadou, vous voulez parler de Mamadou Touré, hein? Mamadou Touré. Oui, il a croisé monsieur Bernard Oudin. Qui a démontré la honte, le ridicule et la non-valeur de l'homme de ce 21e siècle. Il était entouré de deux journalistes, Antoine Glaser et un monsieur Jean-Pierre Mignard et Armand Bernard Oudin. C'est-à-dire il y avait Antoine Glaser et Bernard Oudin, conseiller spécial. Bernard Oudin, c'est le conseiller principal, conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Et Antoine Glaser, c'est un journaliste à la France 24. Vous voyez? Alors, vous voyez, d'abord, on démontre que quand on lui pose lui la question,
La France a arrêté Gbagbo et l'a amené là où il est pour des raisons qui ne... On ne trouve pas la raison. C'est parce que les juges à la Cour suprême, à la Cour internationale, ne trouvent pas le motif de pouvoir garder ces messieurs là-bas. Mais comme ils sont dans le coup de l'aventurisme et de la haine contre un peuple meurtri, l'Afrique, le scandale au XXe siècle, de la néocolonisation, alors on a posé la question à ce monsieur Mama Touré. Monsieur Mama Touré a commencé même à injurier les gens, les journalistes, à la télévision, s'il vous plaît. Il a commencé à injurier le monsieur Antoine Glaser. Tu es menteur. C'est nous qui avons envoyé Gbagbo là-bas. On lui démontre que quand la France a décidé de l'envoyer, on a donné deux juges, deux avocats. Un avocat qui est le conseiller de monsieur ami intime de Alassane Ouattara. De François Hollande, et puis l'autre qui était l'ami intime de M. Ouattara. Voilà les avocats qu'on a amenés à la Cour pénale internationale avec des éléments pour que la Cour pénale accepte un motif qui n'a pas de nom jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'arrive pas à dire le motif pour lequel on a induit, il y a un terme judiciaire là qu'on devrait prendre, qu'on a mis Laurent Gbagbo en prison. Tandis que vous trouvez que M. Ouattara, bon, prenons, c'est un Africain, prenons s'il peut diriger. Je crois que notre frère Wenga Willy nous a donné des éléments la fois passée en Tanzanie. On a eu un président congolais de Maniema qui a dirigé la Tanzanie pour les intérêts de la Tanzanie. Et ça n'a pas fait de bruit. La Tanzanie continue normalement son cours politique et économique normal. Mais vous trouvez un Ouattara, c'est un Africain qui peut diriger la Côte d'Ivoire, mais les conditions dans lesquelles il est arrivé là-bas, il a fait couler le sang des Ivoiriens. Il a freiné la marche réelle d'un petit développement qui existait aux yeux de l'Africain ivoirien, hein, au lieu de faire quelque chose qui peut changer la cour actuelle du développement qui existe là-bas, au mieux, mais le résultat des gens qui viennent sans une valeur morale, une valeur intellectuelle et une valeur éthique, politique, économique, sociale et culturelle. D'accord. Alors, vous trouvez aujourd'hui, il y a des gens comme le monsieur là, qui fait des coups d'État dans l'autre pays, qui organise des téléphones, quel est son nom là, celui qui était le chef des bandits, de ceux-là qui tuaient les Ivoiriens à l'ouest. Et aujourd'hui, je crois qu'il est le chef du Parlement. Monsieur Ouremi, le Soro. Il y a un certain Soro, on ne sait pas si dans ce 21e siècle, il présente quoi pour des autres nations, les pays arabes, les pays russes, les pays les Chinois, les autres pays asiatiques, les gens qui nous regardent, ce Soro-là, qu'est-ce qu'il Monsieur Joseph? À la valeur humaine d'aujourd'hui. D'accord. Je crois qu'on va revenir à vous tout à l'heure, Monsieur Joseph. On va passer rapidement à Monsieur Wenga Willy. Monsieur Wenga Willy. Allô?
Bon, d'accord. On va rapidement aller en pause musicale. Si notre technicien nous prend en marche, je crois que Où sont les toilettes? il va essayer de mettre la pub avant d'aller en pause publicité musicale. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. We believe in the jugglers, the tightrope walkers, in those who balance work, family, and finance. We believe in the real movers and shakers, those who do more with less and always find a way. We believe in what you believe in, your mom, your dad, your family, and everyone you love. We believe in you. So we're here to make it easy for you to pay bills, take care of your loved ones, and generously send the world's most flexible gift. We've been dedicated to helping people stay connected since 1851, and we're continuously evolving to meet your needs and exceed your expectations. Today, that means providing convenience, reliability, and handling your money the way you want it handled. It means giving you a great value and well-deserved rewards. It means providing you with a financial toolbox that will make it easy for you to manage your money with innovative products, easy-to-use services, and one place to enable it all, whether that's right around the corner or online. Welcome to the next generation of Western Union, where we believe the best person to manage your money is you. Western Union, moving money for better. Suivez tous les dimanches à partir de 17h temps de Minneapolis l'émission African Night, une émission musicale et commerciale qui vous permet de faire la promotion de vos produits, de vos sociétés et surtout qui vous permet de faire connaître tout ce que vous avez comme entreprise ici aux États-Unis et à travers le monde entier. Une émission qui vous donne de la chaleur, qui vous donne de la sensation musicale et ceci, c'est sur Tempo Afrique TV tous les dimanches à partir de 17h. Revenons rapidement sur ce plateau pour la suite de notre grand débat. Merci donc à Malik pour cette pause publicitaire. Pour information, retenez que le 30 novembre 2011, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié au traité de Rome, plutôt le 15 février 2013. Et M. Ocampo, l'ancien procureur, d'abord a déjeuné chez M. Ouattara un samedi, 3 jours avant
le transfèrement du président Laurent Gbagbo à La Haye. Il faut aussi comprendre que M. Gbagbo Laurent a été transféré à La Haye par la volonté de l'ancien président de la France, M. Sarkozy. Il y a aussi le ministre français qui a d'ailleurs même trouvé une dernière, qui a raconté le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire avant le transfèrement du président Laurent Gbagbo. Je vous apporte quand même des informations pour que tout soit crédible. Il y a aussi une volonté manifeste de mettre Gbagbo Laurent dans le placard, comme l'a dit certaines personnes. Des informations nous parviennent toujours. Il faut dire qu'aujourd'hui, d'après M. Stéphane Nimopa, dans son livre, il disait que la France aura financé l'envoi des enquêteurs, des gendarmes en Côte d'Ivoire. Alors la question qui nous revient aujourd'hui, peut-on parler d'une bonne justice, une justice équitable? Alors, je crois qu'Atusso voulait dire quelque chose. C'est ce que je disais. Voilà. Cette justice ne sera jamais équitable. C'est toujours à la solde de quelqu'un. Vous voyez que c'est la France qui a financé les gendarmes pour aller enquêter. Vous voyez que c'est les amis des présidents français qui ont été choisis comme avocats. Donc, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui que cette cour-là ne va pas décider, ne va pas rendre justice en faveur de la France? Et si tout le monde entier sait que c'est la France qui était partie déloger Laurent Gbagbo, donc pourquoi cette justice ne sera pas à la solde de la France? Et d'ailleurs, la dame, la Guinéenne, la Gambienne, c'est la France qui a trouvé le successeur de Campos. Vous voulez parler de Fatou Bensouda? Oui, c'est la France qui a mis la personne qui peut l'aider là-bas. Donc on amène Fatou Bensouda pour essayer de prendre un peu les preuves de M. Ocampo qui ont été copy and paste, c'est-à-dire copiées et collées pour les suivre. Mais elle-même, elle s'est perdue. Campos n'avait pas assez de preuves. C'est pourquoi le jugement ne passait pas. Donc ils ont enlevé Campos là-bas pour faire venir la Gambienne, Fatou. Et puis ils l'ont alimenté pour faire aujourd'hui un procès. Et d'ailleurs, vous avez posé une question. Si Ouattara peut apporter la paix en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vu les choses, moi je dirais non. Seul Gbagbo. Et si vous faites un peu l'histoire de Laurent Gbagbo, vous verrez que c'est un homme de paix. Et puis je dirais que Ouattara est un menteur. Il a dit qu'il ne... Alors c'est un peu fort ce que vous dites, parce que M. Fabien l'a dit tout à l'heure. Il dit qu'il ne cautionne pas l'impunité. Donc, si tu ne cautionnes pas l'impunité, tu as envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. C'est que tu ne cautionnes pas l'impunité. Et refuse. Si aujourd'hui, le Burkina Faso, qui a un problème avec son président, a lancé un mandat d'arrêt contre un fils du Burkina Faso, et tu le naturalises ivoirien, tu dis que tu ne vas pas l'envoyer. C'est cautionner l'impunité, ça. C'est pourquoi je dis qu'il a menti au peuple et au monde entier. Donc il faut le dire. D'accord, allez-y, Brisé, parce que vous demandez la parole. Vous savez, depuis qu'on est en train de parler de cette histoire de Gbagbo, de cette histoire de Goudé, je me suis toujours posé la question. Depuis qu'on a eu les chambres africaines extraordinaires, pourquoi l'Union africaine ne demande-t-elle pas qu'on extracte, ne lance-t-elle pas un mandat de transfert des citoyens africains pour que les chambres extraordinaires africaines prennent le dossier en main? Je m'explique. Juridiquement, on ne peut juger Gbagbo que sur le sol africain. Gbagbo n'a pas commis des crimes contre l'humanité, des crimes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. La juridiction compétente de le juger ne serait que sur le territoire sur lequel il a commis des actions. Si le cas de l'ancien président tchadien, si on a demandé au Sénégal de le faire, c'est parce que l'ancien président tchadien se trouve sur le sol sénégalais. Alors,
l'Afrique pouvait sauver la face. Mais en ce moment, le Tchad n'avait pas encore ratifié au traité de Rome. C'est pour cette raison. Peu importe. Je vous donne un exemple. Quand les militaires français commettent des exactions en Afrique, sur un sol africain, le pays dans lequel ils ont commis des exactions ne les juge pas. La France demande qu'on les extradite. Quand les Allemands commettent des crimes, on les extradite. Quand les Américains commettent des crimes sur le sol africain ou ailleurs, on les extradite. Mais vous oubliez que les Américains n'ont pas signé aussi le traité de Rome. Peu importe. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Non, pas question de signer le traité. Gbagbo a signé. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas signé. Et La Côte la d'Ivoire Côte n'a d'Ivoire pas n'a ratifié. pas signé. Et Gbagbo a été à la Cour pénale internationale. Donc, cette histoire de signer ou pas signer est un faux problème. C'est pour vous Et dire si que, la loi n'est pas rétroactive? c'est pour vous dire que nous sommes dans un milieu de jungle. Quand même nous parlons des droits, des règles de droit, des règles de quoi? De la communauté internationale. La communauté internationale, c'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Et comme les Africains sont les plus faibles, les lions vont les dévorer, l'Occident. Et quand il vous dit, mais si vous ne faites pas, c'est ce qui va vous arriver, vous êtes obligé de le faire. Vous avez parlé tantôt. Les Africains ne sont pas les plus faibles, mais ils ne sont pas organisés. Je dis bien, Si vous les dites que Africains sont les plus faibles. Non, c'est non. Je vais Je m'explique. vous allez un peu en arrière. Monsieur Atisson, D'accord, je je crois qu'on Les va Africains se ne sont pas comprendre. organisés, Ce n'est pas question. Sinon, l'Afrique a une force. Je vous dis, les Africains sont faibles. Parce qu'on n'attaque que le plus faible. Si vous êtes faible, quand j'arrive dans un milieu, quand quelqu'un arrive dans un milieu, il n'attaque pas le plus fort. Il n'attaque que le plus faible. Même si vous vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes fort, quand il le voit sur vous, il voit que vous êtes moribond. Il se dit que vous êtes faible. Si l'Afrique était unie, on dit l'union fait la force. C'est Si la l'Afrique faiblesse. était unie, non, c'est pas une faiblesse. C'est quoi? que c'est D'accord, on va rapidement revenir là-dessus, C'est une monsieur. faiblesse. Monsieur Kelly, je crois que on va vous passer la parole tout à l'heure. Monsieur Kelly, aujourd'hui, monsieur Fatou Bensouda dit que monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Blé Goudé ont planifié les massacres que nous avons vécus. Alors, qu'est-ce que cela veut dire profondément parlant? Dans un premier temps, il faut reconnaître que, comme je disais tout à l'heure, madame la procureure dit une chose à faire le contraire. Quand on parle d'une crise post-électorale, qu'on parle de 3000 morts, qu'on amène quelqu'un à l'AE pour 250 morts d'Abobo, là, il y a problème. Elle n'est pas en conséquence avec elle-même. Ce que je veux dire, comme mes collègues ont dit tout à l'heure, il faut l'Afrique pour se lever. Personne ne viendra faire le combat de l'Afrique si ce n'est pas les Africains. Et le malheur rentre dans la maison parce qu'on dit quand on appelle le sorcier, il n'est pas devant, il est à côté de toi. Voilà. S'il n'y avait pas des Africains, de la calibre d'Alassane et autres que nous connaissions, l'Afrique ne serait pas là aujourd'hui. On passe par les Africains pour avoir les Africains. C'est notre naïveté, notre méchanceté qui fait que nous sommes aujourd'hui victimes de ce qui arrive. Nous ne sommes pas faibles. Peut-être on est fort, peut-être notre faiblesse réside au niveau de notre mental, notre manière de réfléchir. C'est ça qui fait notre défaut aujourd'hui. Parce que si un Africain n'est pas avec la rébellion, les Français ne peuvent pas quitter là, venir attaquer un pays s'il n'y a pas de filles du pays qui sont à l'intérieur de la rébellion. Voilà. Ce procès que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, ce procès à La Haye, c'est une parodie judiciaire. Nous entendons pour voir ce que ça va donner. Et comme je disais tout à l'heure, la CPI joue son tour. La CPI, à travers ses projets, verra si les Africains vont amener vraiment des gens désormais à la CPI. Si certains pays vont ratifier l'achat de la CPI, c'est ce que la CPI est en train de jouer. Donc, dans tous les cas, la CPI a intérêt à ce que le droit soit dit à La Haye pour que le président Gbagbo retourne sauf en Côte d'Ivoire. Merci donc, Kelly. Je crois que nos amis... Je voudrais ajouter quelque chose. D'accord, Si allez-y, vous monsieur. avez compris, quand je disais que les Africains sont faibles, c'était pour vous dire que si vous regardez sur l'ensemble des continents qui existent sur cette planète, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a les autres, l'Amérique. Mais quand vous voyez bien, c'est seul l'Afrique qui connaît ces bouillabaisse, ce désordre organisé. Ça ne se passe pas chez les Asiatiques. Ils ont compris que quand vous rentrez chez les Asiatiques, vous étrangers, vous êtes étrangers. L'Asiatique d'abord.
Et quand vous dites à un Asiatique d'aller attaquer un autre Asiatique, il va vous poser la question d'aller attaquer qui? Son frère. Mais dites à un Africain avec $1, je ne dis même pas $5, $1, prends-le, tue-le. L'Africain le premier à te demander même si tu peux diviser le dollar en deux et lui donner 50 cents pour que lui accomplisse le travail. Et notre monsieur Fabien a dit, ce qui se passe en Afrique, si c'était sur le sol des autres pays ou des autres continents, mais ça ne se répéterait pas dans deux pays. Mais bizarrement, c'est en Afrique qu'on multiplie ces exemples-là. Et les gens sont là, ils regardent. Et l'Occident dit quoi? Si vous refusez, quelqu'un d'autre va le faire. D'accord. Je crois que... Et c'est là que réside la faiblesse de l'Afrique. Parce que si nous tous, unanimement, on vient chez moi, je dis, ah non, allez combattre mon frère, je ne le fais pas. On va chez vous, vous dites, allez combattre mon frère, je ne le fais pas. On va chez lui, Finalement, ils vont dire, ah, on retourne. Mais cela, si vous êtes un peu vraiment unis. Si vous n'êtes pas unis, les armes seront toujours achetées pour faire le contraire de ce combat. Je finis par comprendre, c'est D'accord. que l'Africain se dit que l'étranger est mieux que son frère. D'accord, on va aller du côté de M. Fabien et M. Wenga Willy. M. Wenga Willy, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois qu'ils ne nous attendent Oui, pas. allez-y, j'ai un peu de difficultés, oui. D'accord, M. Wenga. Oui, allez-y. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il ne va plus amener les Ivoiriens à La Haye pour être jugés, mais plutôt en Côte d'Ivoire. Et la femme du président Laurent Gbagbo a été jugée plus vite et le procès a été dit. Les résultats confirment qu'elle doit faire plus de 20 ans en prison, au moment où son mari est en train d'être jugé, où le jugement bat son plein. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une justice des vainqueurs ou bien il y a une justice des vaincus? Bon, est-ce que je suis bien écouté là-bas? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Oui, on vous attend. Allez-y, on vous attend. Ok. Allô? Oui, je voulais parler là. Oui, voilà, nous revenons encore sur la situation, la même situation toujours. Vous voyez comment donc l'Occident est en train de se moquer vraiment de nous les Africains. Donc nous avons très bien dit que nous devons en tout cas... Monsieur Wenga? Nous les Africains qui vivons dans la diaspora, nous sommes obligés de créer le forum. Je pense que ça commence avec Tempo Afrique. Parce qu'avec ce forum, nous allons maintenant montrer aussi à l'Occident qui nous sommes, que nous avons aussi des droits et aussi bien sûr des devoirs envers nous-mêmes et envers la communauté internationale. Oui. Gbagbo étant le président de la Côte d'Ivoire, il est maintenant en prison. On prend maintenant la femme, parce que tout ça, moi j'ai toujours dit que ce sont toujours des mensonges. Tout ça, c'est fomenté toujours par l'Occident. Monsieur Wenga? Oui. Essayez de diminuer un peu le volume de votre récepteur. Oui. Là, on vous attend. Pas d'écho. Allez-y. Voilà. Tout ça, c'est simplement essayer de nuire encore sur la situation psychologique, sur l'état psychologique de M. Gbagbo, de prendre son épouse et l'incriminer de toutes sortes, je ne sais pas, disons, des péchés. Ouais. Et notre frère qui avait dit que les Européens, lorsqu'ils commettent des crimes en Afrique, et on ne les juge pas en Afrique, si c'était français, ils demandent l'extradition en France. Un Belge, un Allemand, un Anglais, la même chose. Et ça montre effectivement, j'avais bien dit que même l'OIA, les Blancs voient l'OIA comme ça, c'est un papier de déchets. Nous, les Africains, nous sommes obligés, parce que nous ne pouvons toujours essayer de juger en fonction de ce que l'occidental est en train de créer pour nuire, bien sûr, à l'homme noir.
vous savez très bien, il crée des situations pour nous faire battre nous-mêmes, nous éliminer. Prenez l'exemple de Rwanda qui est en train maintenant d'exterminer les Bantous congolais. Et pourquoi? Parce que on lui a donné la mission d'éliminer les 2 tiers des Bantous. La femme de Gbagbo étant la femme du président, bien sûr qu'on dit que derrière un homme fort, il y a une femme forte. Ce qu'ils sont en train de dire là que Mme Gbagbo a participé dans ceci, ça ce ne sont que des mensonges. Et bien sûr que c'est un coup aussi pour mettre en l'état de nuire la femme de Gbagbo et bien sûr aussi l'état psychologique de M. Gbagbo. Oui. Bon, merci donc à M. Wenga Willy. M. Fabien, Oui. est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je Vous voulais dire- avez 3 minutes. Ok. Je voulais Allez-y. dire que, cette situation de la CPI et de l'indiction de sa femme. D'accord. M. Wenga, M. Oui. Fabien, Oui. on va essayer de passer rapidement à celui qui est au téléphone et on reviendra à vous tout de suite. Alors, gardez l'écoute. Allô? Allô, Bonjour, monsieur. bonjour. Comment vous appelez? Je voudrais participer à l'émission là. Comment vous appelez? C'est Moussa Diawara. Monsieur Diawara. Oui. Merci donc de pouvoir participer à cette émission. Je crois que vous avez suivi pratiquement nos chers panélistes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux très bien ajouter quelque chose quand tu posais la question de savoir s'il y a une justice des vainqueurs et des vaincus. Prenez votre temps, monsieur Diawara. Je pense que cette question-là n'est plus à poser. À partir du moment où M. Laurent Gbagbo il est à la haie, à partir du moment où Charles Blé Goudé il est à la haie, quant à M. le président Alassane Dramane Ouattara de dire que plus jamais quelqu'un d'autre ne serait envoyé à la haie et que la justice ivoirienne est prête maintenant à juger ceux qui doivent être jugés en Côte d'Ivoire. Cela explique tout simplement que les gens dont il ne veut pas voir aller à la haie, il va faire une mascarade de justice en Côte d'Ivoire pour les juger et après les libérer. Sinon, si tel était le cas, il n'aurait pas dû envoyer alors Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la haie. Mais à partir du moment où Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont partis à la haie, je pense que tous les autres qui sont impliqués dans une affaire de génocide en Côte d'Ivoire Y compris doivent Soro Guillaume. nécessairement passer par la haie. Si cela se passe, je dirais que ce qu'il a dit, il a tenu parole parce qu'il a dit qu'il ne va pas cautionner l'impunité. Mais si jamais il veut juger les Soro Guillaume et tous ceux qui ont tué 70 gendarmes à Boké en Côte d'Ivoire, nous savons tous le résultat de cette justice. Nous savons tous le résultat qui en sortira de ce procès. Donc je pense qu'il est vraiment temps à ce que nos leaders politiques qu'ils tiennent parole. À cause du pouvoir, on est prêt à sacrifier 3000 et quelques personnes. Mais à cause de ce même pouvoir, maintenant, on est prêt à sauver ses amis et ne pas les envoyer à la haine. C'est pas du tout normal. C'est ce que je voulais ajouter, c'est ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation de Guillaume Soro? La situation de Guillaume Soro, Je crois que ça, c'est un autre sujet. c'est comme on a l'habitude de le dire en Afrique. Le mensonge a beau exister, a beau courir des millions de kilomètres, mais la vérité va le rattraper en fraction de secondes. D'accord, M. Diawara. La vérité commence à sortir. Guillaume Soro, maintenant, est impliqué dans toutes les sales affaires de la sous-région. Quand il va finir avec ses problèmes d'écoute téléphonique, il fait face à un mandat international dont on va parler. Mais après ça, Guillaume Soro va passer par la CPI ou bien il doit répondre de ses actes. D'accord, M. Diawara. Merci. Je crois que ça va faire l'objet d'un autre débat la prochaine fois.
parce que c'est un débat houleux sur ce problème du Burkina Faso. Guillaume Soro impliqué dans ces écoutes téléphoniques. Revenons rapidement à M. Fabien. Monsieur Fabien, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention. Allez-y. Et j'étais en train de dire que c'est une honte. Voilà comment est-ce que nous nous présentons toujours devant les autres nations avec des problèmes qui n'ont pas de nom. Alors que les autres parlent de l'économie, de l'industrie, de la technologie, mais nous parlons des irresponsables qui veulent la politique, qui veulent faire la politique, qui veulent diriger. Maintenant, quand ils sont là pour diriger, ils ne savent pas quoi faire. C'est ça le problème. Pourquoi les gens veulent le pouvoir alors que quand ils sont là, ils ne savent plus quoi faire? Il faut tuer les musiciens, il faut tuer tout le monde pour faire plaisir aux petits industrialistes qui est là en train de vendre les voitures. Que lui-même pouvait commencer à vendre les voitures. La défense de la politique. Hein? Pourquoi on dirige? Pour quelle fin? Enfin, je voulais dire pour quelle fin on dirige. Nous sommes en train de voir ici, dans la politique, par exemple, américaine, il y a des gens qui se battent pour être des présidents afin de défendre les intérêts quelconques. Mais chez nous, si moi je demande, par exemple, en Côte d'Ivoire, pourquoi Ouattara et Soro ont tué des milliers des Ivoiriens pour avoir le... C'est pour quelle fin? C'est une question que je suis en train de me poser la question. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là. Voilà, au lieu de diriger, moi je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être vous connaissez ce qu'ils font. Mais moi, si vous me demandez, ce sont des représentants, même pas des blancs. Parce que les blancs travaillent. Les industriels, eux, ils travaillent, ils font entrer l'argent dans leurs propres entreprises. Maintenant, eux, ils ont voulu le pouvoir pour quel but? Et j'ai entendu mon frère qui avait dit que le groupe qui est déjà en train de travailler, qui est la communauté africaine, doit prendre tous ces éléments en compte. Ne pas que les gens viennent seulement pour demander le pouvoir. Alors que la fin, hein, quelle est la fin, hein, quelle est la solution que tu donnes? Et puis si je reviens maintenant à la dame qui est en prison, la dame de Ouattara, et la dame de M. Babo, et Babo, imagine-toi aujourd'hui, si le pouvoir change aujourd'hui, toutes ces lois qui ont été prises par des vautours, est-ce qu'elles seront existantes? Non, ils ne seront pas existantes. Et à cela, je demande à la jeunesse de la Côte d'Ivoire de pouvoir s'organiser sérieusement, parce qu'eux étaient un peu avancés par rapport aux Congolais qui ont été martyrisés, qui ont été moulus, qui ont été et qui essayent de se réorganiser. Mais la jeunesse ivoirienne avait quand même cet espace-là. Je demande à cette jeunesse ivoirienne de pouvoir travailler avec la communauté africaine qui est en marche pour le moment. D'accord. De pouvoir trouver des solutions claires afin de mettre fin à cette tyrannie qui ne donne pas le bonheur du peuple ivoirien, mais il vous trouvez les gens qui ne savent pas faire quoi avec le pouvoir. Voilà ce que je veux dire. D'accord, merci Monsieur Fabien, c'est logique. Il faut réellement dire que nous assistons à un procès qui réellement attend la vérité aussi. Un procès véridique. Nous avons quelqu'un en ligne, rapidement, nous allons le prendre. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour Serge, c'est Aliou Som. Comment allez-vous? Voilà. Comment ça va mon cher Aliou? Ça va. Je suis votre émission aujourd'hui, là. C'est un très bon show. D'accord. Alors, quel me vaut l'honneur de votre
appel téléphonique. Non, je voulais tout simplement ajouter à ce que vos panélistes ont déjà dit et abordé. Allez-y. Je pense que c'est une forme néocoloniale, ces pays. Et pour l'intérêt de l'Afrique en général, je pense que nous, citoyens africains vivant à l'extérieur, devons mettre la pression sur ces soi-disant institutions internationales pour pouvoir reprendre nos pays. Parce que c'est une nouvelle forme de colonisation. Et cette forme de colonisation maintenant se passe par l'ONU, ça se passe par le WTO, ça se passe par cette CTO, ça se passe par cette Banque mondiale, ça se passe par le FMI. Ce sont tous des institutions qui sont là pour nous occuper encore et nous endormir. Si nos dirigeants font quelque chose en Afrique, nous devons pouvoir les juger. Mais tous ces bandits qui sont à la solde de l'Occident, on devrait nous organiser pour pouvoir les chasser, parce qu'ils ne sont pas là pour travailler pour l'Afrique. Je pense qu'un de vos panélistes l'a dit. Ce sont des comptables qui sont là que pour compter les intérêts des Occidentaux. Donc il est grand temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, qui sont très mal, qui se passent très mal. Mais le cas de Gbagbo, ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un qu'on a envoyé pour pouvoir saboter la Côte d'Ivoire après qu'il ait gagné les élections. Maintenant, où venaient ces armes-là qui ont occupé la Côte d'Ivoire? Qui finançaient cette armée? Et le problème de la Côte d'Ivoire et le problème du Burkina Faso sont très liés. C'est ce fameux, comment il s'appelle encore, le président du Burkina Faso, qui a manigancé tout ça. Et maintenant, on se rend compte avec Soro et tout ça que c'était lié. Donc, il est grand temps qu'on se réveille, qu'on se batte pour reprendre nos pays. Et je voulais tout simplement vous encourager et dire que c'est un bon saut. Et c'était mes 12 sous que je voulais ajouter aujourd'hui. Merci donc, mon cher Alioune. Revenons rapidement dans ce studio pour continuer notre grand débat. Monsieur Kelly Noël, la procureure de la CPI, Madame Fatou Bensouda, demande au juge Kuno Tanfisser de modifier l'ordre de passage de ces témoins. Mais cette dite demande a été rejetée par l'Italien, puisqu'il a dit que cela va perturber le dispositif logistique. Alors, quelle lecture faites-vous de cette attitude? Merci. Il faut voir déjà que, comme on est en train de le dire, c'est déjà une phase judiciaire et tout le monde a su que le procureur Bensouda est à court de preuves, à court d'argumentation. Et un fait sur lequel je voulais revenir, c'est quand on parle de transfert du côté d'Alassane. Du côté d'Alassane. Le problème, c'est quoi? On a fait partie Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Il était temps de faire partie Mme Simone Gbagbo. C'était la boucle. Après Simone Gbagbo, c'était Soro qui devait partir. Alassane étant malin, il a préféré dire qu'on peut juger Simone Gbagbo. Donc tout ce qui suit Simone Gbagbo sera jugé maintenant en Côte d'Ivoire. Ça a été très simple. Bensouda n'a pas de preuves. C'est des allégations. Comme j'ai dit tout à l'heure, le président Gbagbo l'a dit une fois, celui qui vous arrête injustement, c'est lui qui a un problème. Le jour où il ouvre la prison, vous sortez, vous allez à la maison. Aujourd'hui, la CPI va trouver le moyen de libérer le président Laurent Gbagbo pour ne pas qu'elle paraisse ridicule. Elle n'a pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo. Et je souhaiterais vraiment que tous les Africains se lèvent pour mêler ce combat pour la libération totale de toute l'Afrique. Il s'agit de Gbagbo aujourd'hui, on ne sait pas de qui il s'agit demain. Et ce que je vais dire, c'est que les gens ne savent pas. Ils peuvent arrêter Gbagbo aujourd'hui, le condamner. Si on condamne Gbagbo, il y aura 10 000 Gbagbo en Afrique. Partout sur le continent africain, il y aura des Gbagbo. Si on arrête Blé Goudé à l'Aïe, il y aura des Blé Goudé partout. Parce que nous avons fait les mêmes universités que ces Blancs. On ne va pas rester là croiser les bras. Ils vont venir piller nos ressources.
C'est la France même qui devait être à la CPI en ce moment parce que priver, spolier un peuple de ses richesses et les Africains sont en train de mourir de faim. Pendant qu'ils sont à l'aise, c'est la France, mais c'est ça, mais c'est le crime contre l'humanité. C'est la France qui devait être aujourd'hui à l'AI. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Bensouda n'a pas d'argument, elle tourne un peu partout, mais la vérité va triompher du mensonge. Mais Madame Fatou Bensouda a traité votre leader, M. Blé Goudé, de milicien, le chef des miliciens. Bensouda, comme j'ai dit tout à l'heure, le procureur Bensouda nage dans les eaux troubles. Les miliciens sont à Abidjan, elle les connaît. Elle a séjourné à Abidjan plusieurs fois. Elle sait qui est milicien et qui est nationaliste. D'ailleurs, ils circulent librement. Ils se promènent et on n'a pas besoin de les chercher. Elle sait où se trouve Ouattara, où se trouve Soro, où se trouve Chérif. Elle sait où se trouvent les miliciens. Ce n'est pas la peine de chercher, de poursuivre un crâne nu. Il n'y a pas de cheveux, il n'y aura pas de poule, il ne va pas se cacher là. Ce n'est pas la peine de chercher là. Voilà. D'accord. Mon cher Kenao, sur France 24, nous avons regardé cette interview dont parlait M. Fabien. Et cela a été dit que c'est la France qui finance l'ONU. Alors la France a outrepassé ses responsabilités pour déloger le président Laurent Gbagbo. Quelle lecture faites-vous de cette attitude? Écoutez, moi je ne pense pas que c'est la France qui ait délogé Gbagbo. Je le dis. Je dis que militairement, Gbagbo pouvait résister à la France. Et pourquoi est-ce que vous le dites? Parce que Gbagbo nous avons été délogé par les États-Unis, mais pas par la France. La France à elle seule n'arriverait jamais à déloger. Vous pouvez peut-être avoir raison parce qu'il y a sur certaines informations qui disent que la France n'a pas pu accomplir son va-tout, donc a fait la place aux États-Unis. Allez-y, je complète uniquement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que quand vous voyez combien de fois la France n'a-t-elle pas essayé. Entre-temps, vous avez appris qu'en 2000, ce qui s'est passé en 2000, c'était l'œuvre de la France. Mais à elle seule, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas tenu le coup. Et maintenant, on se met derrière cette organisation soi-disant de la paix. Cette organisation soi-disant de la paix pour créer la guerre. Quelle est cette organisation? L'ONU. Donc vous voulez dire que l'ONU n'est pas, comme le disent les Américains, un peace sucker. C'est ce que vous voulez dire? En fait, toutes les expériences de ma vie, de mon vivant, toutes ces expériences m'ont prouvé que quelque part l'ONU est part du déséquilibre de ce monde. Et qu'il va falloir qu'on se réveille, que le monde, je ne parle pas seulement de l'Afrique, que le monde entier se réveille. Vous vous imaginez, quand on parle de l'égalité des États, des droits de l'homme, des droits des États à disposer d'eux-mêmes, qu'on retrouve une organisation qui parle du terre, dont la charte même est basée sur ça, qui est certains qui ont les droits de veto sur les autres. Donc vous voulez dire que c'est l'ONU qui devait se retrouver plutôt à La Haye? Je ne veux pas dire ça, mais c'est que l'ONU est le problème. Parce que dès l'instant que vous donnez tous les pouvoirs à un certain groupe, à un groupuscule d'États, ils vont toujours imposer leur volonté aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'un pays africain ne veut pas céder, on se retrouve où? À l'ONU. On dit qu'une résolution a été prise. Voilà. Donc, la France à elle seule ne pouvait jamais déloger Gbagbo. Voilà encore une fois, la France n'a pas dit jugeons Gbagbo en France. On dit quoi? Encore une organisation des Nations Unies. Cela a été dit que le transfèrement dit même a été fait par la France. Voilà. La France a exigé, la Côte d'Ivoire a fait transférer le président. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ici pour moi de lancer un appel. On a souvent parlé. Moi, c'est ici l'occasion de lancer un appel à toutes les volontés africaines. Je dis bien toutes les volontés africaines. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des Occidentaux de bonne volonté qui ont compris le jeu et qui sont prêts à défendre l'Afrique.
qui sont prêts à libérer l'Afrique. Est-ce que vous y croyez? J'y crois. C'est l'Afrique elle-même qui pourra Donc, se libérer. je dis, il y a certains Occidentaux. Il y a des vrais humanistes. Donc, des humanistes, quand je dis, il y a des humanistes. Pas les chefs d'État. Je ne parle pas des chefs d'État, il y a des humanistes. Je ne parle pas de ces organisations de charité. Non. Il y a des humanistes occidentaux qui sont prêts à libérer totalement de vrai sens de l'Afrique. Et il ne reste qu'à nous, Africains, de démarrer. Et je m'en vais ici, l'autre fois je l'ai dit sous forme un peu vague, je demande aux Africains de l'extérieur de former ce que j'appelle communauté africaine, communauté internationale africaine. Qu'elle commence par les États-Unis ou par l'Europe, que cette communauté internationale africaine, cette communauté internationale africaine. Donc vous voulez parler d'une très bonne organisation qui sera mise en place Je ne parle et pas, qui va fédérer. Je ne parle pas de l'Union africaine. Je ne parle pas, je parle des Africains vivant à l'extérieur. D'accord. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que les Africains contribuent énormément dans les pays où ils sont, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Asie. Ils participent économiquement, ils participent politiquement, ils élisent les responsables politiques. Mais ils n'ont pas une pression sur ces responsables politiques. Vous imaginez que s'il y avait une communauté internationale africaine, elle allait se faire représenter même au niveau de l'ONU pour plaider la cause de l'Afrique, pas par les chefs d'État africains. D'accord. Pour plaider la cause de l'Afrique. Merci donc, mon cher Voilà. Kenao. On va aller rapidement du côté, monsieur Assito se signale, mais on va plutôt aller du côté de nos frères via Skype. Monsieur Wenga Willy, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je le suis. D'accord, nous avons beaucoup parlé, Oui. Et il faudrait qu'on arrive maintenant à dire ce qu'il faut faire. Monsieur le défenseur du président Laurent Gbagbo et le défenseur de monsieur Blé Goudé, à votre avis, quel doit être leur comportement vis-à-vis de ce procès qui est en train d'être mis en place, qu'on qualifie de justice des vainqueurs? Allez-y, monsieur Wenga. Oui. Est-ce que vous avez compris la question? Non, s'il vous plaît. Allez-y, reprendre, s'il vous plaît. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé et nous voulons maintenant avoir la position des avocats défenseurs du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé vis-à-vis de cette attitude. Quel doit être leur comportement vis-à-vis de ce qui est en train de se tramer en bas, comme certains appellent justice des vainqueurs et des vaincus? Oui, d'abord, la première des choses, plutôt nous devons avoir un peuple convaincu et non un peuple vaincu. Donc, les avocats de Gbagbo ayant accepté de défendre leurs clients, ils savent très bien que leur client est là. C'était pour défendre les intérêts des Ivoiriens, dont il était le président élu. Les avocats de Gbagbo n'ont pas à changer donc leur point de vue ou bien suivre n'importe qui. Ils doivent toujours défendre leurs clients à 100%. Et parce que je vais encore vous donner beaucoup d'exemples. La CPI est là. On a dit qu'ils n'ont pas trouvé vraiment des raisons pour incriminer Gbagbo. Et maintenant, le président de cette cour-là, de la CPI, quel est son rôle? Pourquoi ne pas les libérer? Parce qu'elle ne peut rien faire, elle doit attendre la France qui doit se décider pour dire que, bon, en tout cas, libérez-les. Un autre exemple, nous avons Kissa Mbemba de la RDC, qui est là. On n'a pas trouvé de raison pour l'incriminer. Mais pourquoi ne pas les libérer? Donc il est là. Il faut maintenant que la Belgique, la France, les États-Unis disent que bon, en tout cas, libérez-les.
Je vous donne encore un autre exemple. En 1965, en République démocratique du Congo, Jean Scram, de nationalité belge, et Bob Denard, de nationalité française, ils étaient parmi les mercenaires qui sont venus libérer Kisangani. Kisangani, d'abord, était la République populaire du Congo, avec capitale Stanleyville, parce que Stanleyville a changé de nom de Stanleyville à Kisangani. Et puis après, maintenant, les mercenaires se sont battus dans l'armée nationale congolaise. Les mercenaires sont partis, ils ont quitté le Congo, ils ont traversé le Rwanda par Changongo. Et arrivés au Rwanda, d'abord, on leur a dit de déposer leurs armes. Mais ils ont refusé, ils sont entrés avec leurs armes au Rwanda. Et de Rwanda, ils sont allés aux îles Mayotte, où Bob Denard était devenu le vice-président. Et maintenant, quand on a envoyé la plainte à la France a dit que non, il est recherché par la police française, et donc c'était un rebelle. Ce qu'il est en train de commettre là ne nous regarde pas. Vous voyez? D'accord. C'est pour dire qu'on se moque toujours de nous, les Africains. C'est-à-dire que nous adoptons un comportement de vaincus. Oubliez plutôt d'un peuple convaincu. D'accord, vous avez raison, tout ce que vous êtes en train de dire. Nous allons passer rapidement du côté de M. Fabien, parce que ça sera presque à la fin de cette émission. M. Fabien, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bon, vous avez 2 minutes, M. Fabien. Oui, vous me donnez toujours peu de minutes. Anyway, vraiment, la question, elle est trop pertinente pour me donner 2 minutes, mais je vais la répondre très vite. Dans cette histoire, il n'y a pas de vécu. Et puis, quelle sera l'attitude des avocats? Ce que moi je propose ici, avant que nous ayons cette CAA, j'ai vu mon ami Kenao a parlé de CIA, c'est-à-dire la communauté internationale africaine. Mais nous allons travailler tous ensemble. Nous sommes en train de voir, je crois que ce sera la communauté africaine australe, parce que les gens du Nord, oui, ils sont avec nous, mais je crois qu'ils sont dans les pays arabes. Donc, cette communauté propose aujourd'hui aux avocats de dire ceci. L'Amérique est formée de communautés. Et mon ami Kenao a parlé vraiment beaucoup sur ce point-là, je crois qu'il a raison. Mais l'Amérique est formée de communautés. La communauté française, elle est impliquée, elle est inclue. C'est-à-dire les élections qui se passent aux États-Unis, ce sont aussi des communautés. Il y a des communautés belges, il y a des communautés françaises, il y a des communautés allemandes, etc., etc. Et vous voyez ça dans les restaurants. Et c'est ça. C'est-à-dire la communauté française de France, elle travaille avec la communauté européenne et la communauté française des États-Unis, qui est cette communauté qui est dans le Sénat, qui est dans le Parlement et qui est dans toutes les institutions avec les entreprises où ils sont actionnaires. C'est comme ça qu'ils prennent leurs idées par rapport à ça et ils donnent aux pays autochtones, c'est-à-dire comme la France, d'exécuter la mission. Alors, quant à nous, nous disons ceci. Ces communautés-là savent exactement, la communauté française des États-Unis et la communauté française de France, parce que nous, la communauté africaine, nous allons amener une nouvelle lumière à la communauté africaine. Nous ne sommes pas impliqués dans toutes ces communautés et nous n'avons pas de représentants. Maintenant, c'est la communauté africaine australe qui va commencer aussi à s'impliquer dans les élections aux États-Unis pour que cette communauté commence à défendre les intérêts de la communauté africaine. Pour le moment, il n'y a personne. Quand vous allez, par exemple, dans le cadre purement politique pour défendre la cause d'un pays quelconque de l'Afrique, vous allez tomber sur un Allemand qui défend les intérêts de la communauté allemande aux États-Unis et qui donne des rapports en Allemagne, ou bien sur la communauté anglaise des États-Unis
et qui donne des rapports à l'Angleterre. Vous voyez? Et la communauté juive qui donne les rapports, où ça, vous connaissez leur pays là. Et la communauté, par exemple, russe, qui donne le rapport à la Russie, ainsi de suite, la communauté chinoise qui donne le rapport à la Chine. Malheureusement, nous les Africains, on a pu croire que avec le noir qu'on avait trouvé ici, on pouvait se mélanger et pour former cette communauté. Mais nos frères noirs de ce pays ne s'impliquent pas dans la politique africaine. Ils sont plus américains que nothing, c'est-à-dire ne représentent rien. Et ils sont à l'aise dans cette vision-là. Ce qui fait que nous avons cette responsabilité pour sauver la situation des Babos, pour donner des conseils aux avocats qui doivent être en communication avec la communauté française des États-Unis pour qu'il y ait, comme ça a déjà commencé à l'être d'ailleurs, l'avocat de Babo a parlé, il doit y avoir une vraie, le terme c'est quoi, le reliant, qui relie tout le monde en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le pourparler de deux communautés, c'est-à-dire ceux-là que vous appelez les vainquants et ceux-là que nous appelons les Ivoiriens seulement et qui ont été maltraités par la communauté. D'accord. Monsieur Fabien? Oui. Je crois que nous n'avons plus assez de temps. Dans cette conversation qu'ils auront avec la communauté française des États-Unis et la communauté française de la France, ils vont faire en sorte qu'il y ait le pourparler, parce que quand il va sortir de la prison, il ne faut pas qu'il reste en France. D'accord. Il va rester où? Mais il doit rentrer dans son pays et avec son parti debout et avec des solutions qu'ils vont trouver ensemble pour qu'ils vivent comme un bon citoyen de la Côte d'Ivoire avec sa femme en paix. Voilà ce que je propose. Merci, monsieur Fabien. C'est quand même fabuleux, votre contribution. Revenons rapidement dans notre studio. Je crois que Atisso voulait dire quelque chose, parce que nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Par rapport à Yves Kenao et aux autres, tout d'abord, dans les années 60, c'était la diaspora africaine. Soyez un peu court, allez-y. C'était la diaspora africaine qui avait commencé la lutte pour les indépendances. Donc, à nous maintenant, la diaspora, de s'unir et faire la lutte. Maintenant, pour revenir à l'ONU, je dirais que l'ONU est peut-être à ses limites. C'est-à-dire, c'est presque à la fin, l'ONU n'a plus, quelque part, n'a plus sa raison d'être. C'est comme il avait connu la naissance, l'apogée et le déclin, tout comme la SDN. Comme la SDN a connu le déclin, l'ONU est en train de montrer ses faiblesses. Donc, aux dirigeants du monde entier d'essayer de sauver la face de l'ONU à le remplacer par une autre organisation. Est-ce que vous y croyez? Oui, bien sûr, ça peut se faire, puisque c'était la SDN. Et puis la chute, la fin de la SDN, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Si le monde entier ne se réveille pas aujourd'hui pour créer une autre organisation, pour combler les faiblesses de l'ONU, il y aura une Troisième Guerre mondiale. Ce que vous dites, quand on voit l'ONU qui défend la personne et que les contingents de l'ONU sont à 5 mètres, à 100 mètres et qu'on tue les Congolais là-bas et que les responsables viennent après s'excuser, après qu'on ait égorgé un chef du village et toute sa famille, et que les contingents de l'ONU viennent s'excuser, il y a quand même une loi qui punit la non-assistance à une personne en danger. Ce que vous êtes en train de dire, ça se comprend. Mais vous oubliez que le Conseil de sécurité permanent est composé de 5 membres qui prennent la décision. Les décisions, c'est ce que je dis. Et l'Afrique n'est même pas là-dedans. Parce que la Troisième Guerre mondiale se profile à l'horizon. D'accord. Si on voit ce qui se passe dans le monde entier maintenant, la Troisième Guerre mondiale se profile à l'horizon, aux dirigeants du monde entier de s'organiser et de créer une autre organisation pour relayer l'ONU. Merci, M. Atisso. M. Kenao, rapidement, 2 minutes avant de closer cette émission, parce qu'il faudrait que je donne la parole à tout un chacun. Allez-y. Moi, je dis que les Africains doivent se réveiller.
nous, Africains de la diaspora, regroupons-nous autour d'une communauté africaine internationale pour demander que nos voix soient entendues, pour réclamer auprès des instances politiques suprêmes des pays dans lesquels nous sommes que le statut de la communauté des Africains que nous sommes soit purement et simplement créé. Comme cela, le jour que nous allons élire des responsables dans nos pays d'accueil respectifs, ces responsables-là seront que ces voix que j'ai eues viennent des Africains. Je crois qu'on va se croiser parce que aujourd'hui on donne... Voilà ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose d'important. Parce qu'un instant, aujourd'hui, je prends le cas du pays dans lequel je suis, les États-Unis. Quand vous les entendez parler, ils parlent de statistiques. Ils parlent de l'apport que chaque groupe apporte. Vous allez les entendre parler des Latinos. Vous allez les entendre parler des Asiens. Vous n'allez jamais les entendre parler des Africains. Africain-américain. Ou bien américain-africain. Oui, il y en a, nous ne le sommes pas. D'accord. Donc, je ne parle pas des États-Unis seulement. Ça se répète comme ça en Europe, en Asie, partout. Et il faudrait que nos apports, ce que nous amenons, soient visibles. Et comme cela, quand nous allons leur donner des instructions, ils vont tenir compte de ces instructions-là pour prendre leurs décisions politiques par rapport à notre continent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette force sur eux d'agir positivement en Afrique. Et chaque fois quand ils arrivent, on les élit. En France, nous sommes de gauche, nous sommes de droite, nous sommes démocrates, nous sommes républicains. D'accord. Et Je crois qu'on a plus le temps. D'accord. Et pour terminer, je demanderai encore aux Africains de commencer par penser à une force militaire africaine. Quand je dis une force militaire africaine, je le répète. Vous y croyez? J'y crois. Quand je dis une force européenne, vous prenez l'Asie. Il y a une force, une arme nucléaire dans le continent asiatique. Vous prenez l'Amérique, il y en a. Vous prenez l'Europe, il y en a. Comme par hasard, tout le continent africain n'a aucune arme nucléaire. Et on ne respecte pas l'Afrique justement parce que personne ne peut se lever et dire « je défends tel pays si vous attaquez ». Monsieur Kenao, aussi l'Afrique, l'Union africaine elle-même ne peut pas se financer pour avoir des fonds, mais elle finance plutôt la chambre extraordinaire qui est à chose comme on appelle au Sénégal. Il faut comprendre le dessus. Et il y a encore une force étrangère. Voilà. 4. Donc on va plus continuer. Je comprends, M. Assiso. Nous sommes. L'Union africaine, l'Afrique a les moyens. Ça va faire, on peut financer. Monsieur Assiso, ça va faire l'objet d'un autre débat. Okay. Je veux d'abord passer à M. Kelly parce qu'on ne doit pas l'oublier pour lancer un message rapidement, une seule minute parce qu'on n'a plus de temps, M. Kelly. Allez-y. Je vais juste dire qu'à la CPI, que le procès qui est en train de se dérouler là aujourd'hui, que quelles que soient les raisons pour lesquelles cette procès est en train de se dérouler, qu'ils pensent aux 20 millions d'Ivoiriens qui sont en train d'attendre ce procès pour une réconciliation véritable. Qu'ils pensent à la sous-région avant de prendre quelques décisions que ce soit. Il s'agit de tout un pays, parce que quand on dit que Gbagbo il a perdu les élections selon eux, ben, même les 46%, ça représente au moins plus de 10 millions d'Ivoiriens. Il faut faire très attention pour ne pas encore embraser la sous-région. Et surtout, parce qu'on parle de pardon. Mais pour pardonner, il faudrait que celui qui a fait la faute, il se retrouve pour demander pardon, c'est là je pardonne. Et juste ici, moi je suis de l'Ouest, je suis de la région de Diokwe. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. On parle de pardon. Nous sommes prêts à pardonner, mais à condition que celui qui t'a fait du tort vienne pour dire, mon frère, pardonne-moi. C'est là ça fonctionne. La CPI, comme je dirais, je vais rejoindre l'injonction de Chile qui dit, la dignité de l'homme est entre vos mains. Gardez-la. Merci. Donc, Monsieur Kelly, ainsi prend fin. Donc, voilà, Monsieur Assiso, nous n'avons plus assez de temps. Vous allez nous permettre de clore cette émission et revenir la semaine prochaine encore dans un autre débat qui aura un sujet plus typique.
n'avons pas eu le temps de lire un peu la lettre de notre sœur Farida Naboureima qui a écrit au président Laurent Gbagbo de tenir bon et que ce procès, c'est un procès de l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement le procès des Ivoiriens, mais de l'Afrique. Merci donc à Farida, vous avez été excellente pour cela. La CPI, comme le disent les gens, nous changeons aujourd'hui la dénomination condamnation des présidents internes africains. Vous avez compris. Essayez de prendre sur vous la responsabilité pour que cette Afrique soit conduite à bon port. Communauté, comment on appelle ça, la CPI, Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, je voulais vous remercier. Vous avez été nombreux à assister à cette émission. Il y a d'autres personnes qui ont appelé, mais continuez d'appeler. Merci aussi à M. Malik qui a assuré la production de cette émission et sans toutefois oublier M. Wenga Willy depuis San Diego, les États-Unis, qui a essayé de faire une très bonne contribution. Et à côté de lui, M. Fabien Joseph, l'excellent, je dis bien l'excellent, président que nous n'avons jamais vu, ce président qui a été toujours à notre côté et nous a toujours dit de se patienter et que le Congo Kinshasa sera bientôt libéré. Merci donc à tous ceux qui ont suivi cette émission. Serge Niawa, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un autre grand débat. Un sujet qui sera beaucoup typique, alors participez-en. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction